La propriété de la maison a déjà été transférée à Julien. Tu n'habites plus ici. Stéphanie a prononcé ces mots sur le pas de la porte de la chambre avec une froideur glaciale, alors que l'infirmière ajustait encore la perfusion à mon bras. Je venais tout juste de me réveiller d'un coma de 3 semaines. J'avais à peine la force de m'asseoir sur mon lit d'hôpital. Et elle était déjà là, plantée les bras croisés, en train de me congédier comme si j'étais un vieux meuble encombrant. L'infirmière a immédiatement arrêté ce qu'elle faisait. Elle m'a regardé, puis a regardé Stéphanie. Elle n'a pas prononcé un mot, mais l'expression de son visage disait tout. L'ambulancier qui était venu me chercher avec le brancard est resté immobile à l'entrée, mal à l'aise, ne sachant pas où poser le regard. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre et frappait directement mon visage. Tout semblait trop clair, brutalement réel. Stéphanie a sorti son téléphone portable et a commencé à faire défiler l'écran avec indifférence, comme si elle venait de régler un problème administratif ennuyeux. Elle n'a même pas daigné me regarder une seconde fois. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis restée là, à la fixer, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là, à ce gouffre. J'ai pensé à la machine à coudre que j'avais vendue la mort dans l'âme pour payer l'apport de cette maison. J'ai pensé à toutes les factures et aux charges que j'avais payées seule pendant 20 années interminables. Vous savez, ce sentiment de voir sa vie entière s'effondrer en une seule phrase, c'était exactement ça. J'avais travaillé 12 heures par jour pour élever Julien seul après la mort de son père. J'ai payé l'école, la nourriture, les vêtements, tout. La maison était à moi. L'acte notarié était à mon nom. Il y avait de ma sueur dans chaque brique de ces murs. Mais pendant que j'étais dans le coma, sans défense, sans pouvoir signer quoi que ce soit, sans pouvoir dire un mot, ils m'avaient tout pris. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je gardais encore une copie de l'acte de propriété original. Et que, en moins d'1 semaine, je serais de retour. Avec la police, avec un avocat impitoyable et avec la vérité à la main. Si vous avez déjà été humilié par la personne que vous aimiez le plus, restez jusqu'à la fin. Parce que cette histoire ne se termine pas par ma défaite. Je m'appelle Thérèse. J'ai 67 ans. J'ai travaillé toute ma vie comme couturière. J'ai commencé à 14 ans, dans la maison d'une dame qui confectionnait des robes de mariée. J'ai tout appris là-bas. Ensuite, j'ai installé mon petit coin atelier dans le salon de ma maison, avec une machine d'occasion que j'avais achetée à crédit. J'ai épousé Michel quand j'avais 22 ans. Il était chauffeur de bus. Nous n'avions pas grand-chose, mais c'était suffisant pour vivre dignement. Julien est né 2 ans plus tard. J'ai arrêté de coudre pendant quelques mois pour m'occuper de lui, mais j'ai vite repris le travail. Nous en avions besoin. Quand Julien avait 8 ans, Michel a fait une crise cardiaque foudroyante au volant. Tout est allé très vite. Il n'a même pas eu le temps d'arriver à l'hôpital. Je suis restée seule, avec un fils en bas âge et une montagne de factures à payer. C'est là que j'ai compris ce que signifiait travailler pour de vrai. Je me levais à 5 heures du matin, je préparais le café, je préparais Julien pour l'école, et je m'installais devant ma machine. Je cousais sans arrêt jusqu'à midi. Je m'arrêtais juste pour préparer le déjeuner, puis je retournais à la machine. Parfois, je restais jusqu'à minuit pour terminer une commande urgente. Je cousais tout. Des robes de soirée, des pantalons de costume, des ourlets de rideaux, des réparations de fermetures éclairs. Tout ce qui se présentait, je le faisais. Il y a eu une année où j'ai cousu 300 uniformes scolaires toute seule. Mon dos me faisait tellement mal que la nuit, je n'arrivais même pas à trouver une position pour dormir. Mais j'avais besoin de cet argent. Julien n'a jamais manqué de rien. Il avait des fournitures scolaires neuves chaque année. Il avait de bonnes baskets, des vêtements propres, un repas chaud sur la table. Quand il a voulu faire un stage d'informatique, j'ai vendu ma vieille machine et j'en ai acheté une plus simple, juste pour payer ses études. Il ne le sait même pas. Quand il a eu 18 ans, j'ai rassemblé toutes mes économies pour payer l'apport d'une maison. Ce n'était pas un château. 2 chambres, un salon, une cuisine, un petit jardin. Mais c'était chez nous. Je l'ai payé religieusement pendant 15 ans. Tous les mois, sans un jour de retard. L'acte de propriété est finalement sorti à mon nom. Je l'ai rangé dans une chemise bleue avec tous les justificatifs de paiement. Julien a grandi, a trouvé un emploi, a commencé à aider aux dépenses de la maison. Nous nous entendions bien. C'était un fils attentionné. Quand je tombais malade, il faisait la cuisine, il m'apportait mes médicaments. Je pensais avoir tout fait correctement en tant que mère, jusqu'à ce qu'il rencontre Stéphanie. Au début, je l'ai trouvée polie. Belle, toujours bien habillée, elle s'exprimait bien. Ils sont sortis ensemble pendant 1 an avant de se marier. J'ai même aidé à organiser le mariage. J'ai brodé les nappes,
j'ai cousu les robes des demoiselles d'honneur. Je voulais de tout mon cœur que ça marche. Après le mariage, ils ont vécu quelques mois dans un appartement en location. Mais le loyer était trop cher. Julien m'a demandé s'il pouvait venir vivre avec moi quelque temps, juste le temps d'économiser de l'argent. J'ai dit oui. Après tout, la maison avait de l'espace. Et c'était mon fils. C'est là que tout a commencé à changer. Au début, c'était de petites choses, presque imperceptibles. Stéphanie a réorganisé la cuisine sans rien me demander. Elle a jeté des bocaux que j'utilisais depuis longtemps. Elle a dit qu'ils étaient vieux et moches. Je n'ai rien dit. J'ai pensé que c'était juste sa façon de ranger. Ensuite, elle a commencé à inviter ses amis à la maison sans prévenir. Je rentrais du marché chargé de courses et je trouvais des gens dans le salon, en train de boire, de rire fort, comme si la maison était à elle. Je saluais poliment et j'allais dans ma chambre. Mais je sentais ce malaise. Vous voyez ? Cette sensation terrible d'être de trop dans son propre espace. Un jour, j'étais en train de coudre dans le salon. C'était une robe de cocktail, un travail important. Stéphanie est arrivée et m'a dit que je devais coudre dans ma chambre, parce qu'elle allait recevoir des invités. Je l'ai regardée sans comprendre. Elle a répété, avec ce ton de quelqu'un qui se force à être patient avec un enfant. « Thérèse, s'il te plaît, c'est juste pour aujourd'hui. » J'ai rassemblé mes affaires en silence et je suis allée dans ma chambre. Je suis restée là, enfermée, écoutant les rires dans le salon. Et pour la première fois, j'ai eu peur. Pas peur d'elle. Peur que mon fils ne soit plus la même personne que j'avais élevée. Les mois passaient et la situation ne faisait qu'empirer. Stéphanie a arrêté de faire semblant. Elle traitait la maison comme sa propriété exclusive. Et elle me traitait comme si j'étais la femme de ménage. Un jour, j'étais dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Elle est entrée, a regardé dans la casserole et a dit « Thérèse, la prochaine fois, mets moins de sel. Julien n'aime pas ça. » Je cuisinais pour lui depuis 40 ans. Je savais parfaitement ce qu'il aimait, mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Après cela, c'est devenu une routine. Elle rentrait du travail et laissait son linge sale dans le panier, attendant que je le lave. Elle laissait la vaisselle sale dans l'évier. Elle m'appelait depuis sa chambre pour que je lui apporte un verre d'eau, comme si j'étais là pour la servir. Un samedi matin, j'étais en train de passer la serpillière dans le salon. Stéphanie est descendue en peignoir, a regardé le sol mouillé et a dit à voix haute, pour que Julien n'entende, « Ta mère pourrait laver le sol plus tôt, non ? On ne peut même pas marcher ici. » J'ai senti le sang me monter à la tête. J'ai regardé Julien, espérant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende. Il était absorbé par son téléphone. Il n'a même pas levé la tête. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne me défendrait pas. Il avait choisi son camp. La pire partie n'était pas le travail supplémentaire. C'était l'invisibilité. Il discutait dans le salon comme si je n'étais pas là, comme si j'étais un meuble. Il faisait des projets, prenait des décisions concernant la maison, et je l'apprenais par hasard. Un jour, j'ai découvert qu'ils avaient changé la serrure du portail. Personne ne m'avait prévenu. Personne ne m'avait donné la nouvelle clé. J'ai demandé la clé à Julien. Il m'a dit qu'il ferait un double et me le donnerait. 1 semaine a passé, 2 semaines, 3. Je devais sonner à l'interphone pour entrer dans ma propre maison. Il y a eu un dimanche où la famille de Stéphanie est venue déjeuner. Elle a tout préparé, dressé la table avec la belle nappe. J'ai aidé à faire toute la cuisine. Quand tout le monde s'est assis pour manger, il n'y avait pas de place pour moi. Stéphanie m'a regardée et a dit « Ah, Thérèse, tu peux manger dans la cuisine, n'est-ce pas ? La table est pleine. » Je suis restée figée, mon assiette à la main. Ses parents étaient là, ses frères. Tout le monde a entendu. Et personne n'a rien dit. Je suis allée à la cuisine. Je me suis assise seule. J'ai mangé en regardant le mur. Et pour la première fois, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré en silence, pour que personne n'entende. Après ce jour-là, les choses ont encore empiré. Stéphanie a commencé à vouloir contrôler l'argent. Elle a dit qu'elle allait organiser les comptes de la maison. Elle m'a demandé de lui donner ma part de retraite pour qu'elle la gère. Elle a dit qu'il resterait plus d'argent à la fin du mois. Je ne voulais pas. Mais Julien a insisté. « Maman, Stéphanie s'y connaît. Laisse-la gérer. » J'ai fini par accepter. J'ai commencé à verser la moitié de ma retraite sur son compte tous les mois. Sauf que je ne voyais jamais où allait cet argent. Je demandais quelque chose de nécessaire au supermarché. Elle disait qu'il n'y avait pas d'argent. Mais elle arrivait avec des sacs de boutique chers, des vêtements neufs, des parfums de luxe. Je ne disais rien. Mais je voyais tout. C'est à cette époque qu'ils ont eu Léa, ma petite fille. J'étais tellement heureuse.
Je pensais que les choses allaient s'améliorer. Je croyais que j'allais pouvoir être proche d'elle, aider, m'en occuper. Mais Stéphanie me laissait à peine prendre la petite dans mes bras. Quand je la prenais, elle restait à côté, à me surveiller comme un faucon. Attention à sa tête, Thérèse. Ne la secoue pas trop. Je crois qu'il vaut mieux que je la reprenne. Un jour, j'ai acheté une petite tenue pour Léa. Petite, rose, avec un ourson brodé. J'avais fait la broderie moi-même, à la main. Je l'ai laissée dans leur chambre, sur la commode. Le lendemain, le vêtement avait disparu. J'ai demandé à Stéphanie. Elle m'a dit qu'elle l'avait donné. Ce n'était pas le style de Léa. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine qui ne passait pas. Ce n'était pas pour le vêtement. C'était pour le mépris absolu. C'est là que j'ai commencé à être plus attentive. J'ai commencé à les observer tous les deux. Les conversations à voix basse qu'ils avaient dans la chambre. Les papiers que Stéphanie gardait précieusement dans un dossier. La façon dont ils me regardaient, comme si j'étais un problème à résoudre. J'ai pris mon acte de propriété original, qui était rangé dans l'armoire, et je l'ai caché à l'intérieur d'un vieux livre dont je savais que personne ne s'approchait. J'ai fait des copies des justificatifs de paiement. J'ai gardé les reçus des virements que je faisais à Stéphanie. J'ai commencé à noter les dates, les montants, tout. Je ne savais pas encore ce qu'il préparait. Mais je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Et j'allais être prête. 3 mois plus tard, Stéphanie est arrivée à la maison avec un document à la main. Elle s'est assise à la table de la cuisine et m'a appelée. Julien était debout à côté d'elle. « Thérèse, on a besoin que tu signes ça. » J'ai regardé le papier. C'était une procuration. Je l'ai lu en diagonale. Elle autorisait Julien à effectuer des transactions bancaires, régler des questions administratives, signer en mon nom. « C'est pourquoi faire ?» ai-je demandé méfiante. Stéphanie a soupiré, comme si j'avais posé une question stupide. « C'est pour faciliter les choses, Thérèse. Tu vieillis. S'il arrive quelque chose, on doit pouvoir régler les affaires pour toi. » « Quelles affaires ? » ?»« La banque, les factures d'électricité, ces choses-là. C'est normal. Tout le monde fait ça. » J'ai regardé Julien. Il évitait mon regard. Il jouait avec un verre d'eau posé sur la table. « Je ne veux pas signer ça maintenant. Laissez-moi réfléchir. » Stéphanie s'est levée de sa chaise, visiblement irritée. « Réfléchir à quoi, Thérèse ? On essaie de t'aider. Mais si tu ne veux pas, c'est ton problème. » Elle est sortie de la cuisine en tapant du pied. Julien est resté. Il a posé sa main sur mon épaule. « Maman, c'est juste une sécurité. Ça ne coûte rien. » « Si ça ne coûte rien, pourquoi tant de précipitation ?» Il a retiré sa main. Il s'est levé sans répondre. Il a emporté le papier avec lui. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à réfléchir. Une procuration, pourquoi ? Je payais mes factures. Je réglais mes problèmes. Pourquoi en avait-il besoin ? Le lendemain, je suis allée chez le notaire. J'ai parlé à la clerc à l'accueil. J'ai demandé ce qu'une personne pouvait faire avec une procuration aussi large. Elle m'a tout expliqué. Avec ce papier, Julien pouvait vendre des biens immobiliers, transférer des propriétés, clôturer des comptes bancaires. Tout. J'ai senti un froid glacial dans mon estomac. Je suis rentrée à la maison et je suis allée directement à l'armoire où je gardais mes documents importants. J'ai ouvert le tiroir. La chemise bleue avec l'acte de la maison n'était pas là. J'ai tout retourné. Tiroir du haut, tiroir du bas. Rien. Mon cœur s'est emballé. Je suis sortie de la chambre. Je suis allée au salon. Stéphanie était sur le canapé, en train de regarder la télévision tranquillement. « Tu as vu ma chemise bleue ?» Elle ne m'a même pas regardée. « Quelle chemise ?» ?»« La chemise avec mes documents. Elle était dans l'armoire. Je ne l'ai pas vue. »« Stéphanie, où est ma chemise ?» Elle a éteint la télé et m'a fixée. « Thérèse, je ne sais rien d'aucune chemise. Arrête de m'accuser pour des choses que tu perds toi-même. » J'allais répondre, mais un vertige m'a prise par surprise. Je me suis tenue au mur. Tout est devenu flou. J'ai entendu la voix de Julien au loin. « Maman, maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis effondrée. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Le médecin a dit que j'avais fait un AVC, une attaque cérébrale. Il a dit que je devais rester hospitalisée, faire des examens, être sous observation. Je suis restée 3 jours en soins intensifs. Ensuite, on m'a transférée dans une chambre normale. Julien passait tous les jours, mais restait peu de temps. Stéphanie est passée une seule fois, a laissé un sac avec des vêtements et est partie sans dire grand-chose. Je n'arrivais pas encore à bien parler. Mais je pouvais penser. Et je pensais à cette chemise. Je pensais à cette procuration. Je pensais à tout. 1 semaine plus tard, mon état s'est aggravé. Infection généralisée. Je suis tombée dans un coma artificiel. J'ai entendu le médecin expliquer la situation à Julien.
Il a dit qu'il ne savait pas combien de temps je resterais comme ça. Ça pouvait être des jours, ça pouvait être des semaines. Avant de sombrer complètement, je me suis souvenu d'une chose, la copie de l'acte de propriété. Je l'avais caché à l'intérieur du livre de recettes de ma mère. Ce vieux livre, taché par le temps, qui restait sur l'étagère de la cuisine. Personne ne touchait à ce livre. Personne ne savait qu'il y avait quelque chose là-dedans. J'ai prié pour qu'il soit encore là quand je me réveillerais. Et puis, tout est devenu noir. 3 semaines. Je suis restée 3 semaines dans le coma. Et quand je me suis réveillée, la première chose que j'ai entendue fut la voix de Stéphanie disant que la maison n'était plus à moi. 2 jours plus tard, je suis sortie de l'hôpital. J'étais encore faible. Ma jambe gauche ne répondait pas bien. J'avais besoin d'une canne pour marcher. Mais je devais rentrer chez moi. Je devais voir de mes propres yeux ce qui s'était passé. Julien est venu me chercher à l'hôpital. Il n'a presque rien dit sur le chemin. Il conduisait, le regard fixé sur la route. J'ai essayé de demander pour la maison, pour les papiers, mais il détournait la conversation. « On parlera plus tard, maman. Tu as besoin de repos. » Quand nous sommes arrivés dans ma rue, j'ai vu qu'il y avait du monde sur le trottoir. Madame Monique, ma voisine depuis 30 ans. Monsieur Dubois, le propriétaire de l'épicerie du coin. Isabelle, qui habitait 2 maisons plus bas. Ils étaient tous là, debout, à regarder. Je suis descendue de la voiture lentement. Julien m'a tenu le bras. Nous avons marché jusqu'au portail. Stéphanie était sur le pas de la porte, les bras croisés. Elle avait changé la serrure. Je l'ai vue tout de suite. C'était une serrure numérique, avec un code. « Stéphanie, ouvre s'il te plaît », ai-je dit. Elle n'a pas bougé. « Thérèse, il faut qu'on parle. »« Alors ouvre la porte. On parlera à l'intérieur. »« Non. » Elle a parlé sèchement, fort, pour que tout le monde entende. « Tu n'habites plus ici. » Madame Monique a fait un pas en avant, indignée. « Mais c'est quoi cette histoire, ma fille ? La maison est à Thérèse. » Stéphanie s'est tournée vers elle avec un sourire forcé et cynique. La maison était à Thérèse. Maintenant, elle est au nom de Julien. Tout est légal, nouvel acte notarié, tout est en règle. Elle est confuse à cause de l'AVC, la pauvre. Mais elle n'a plus rien à elle ici. J'ai senti mes jambes flancher. Julien dit quelque chose. Il était à mes côtés, silencieux, regardant le sol. « Julien !» ai-je dit plus fort. Il a levé la tête, mais n'a pas pu me regarder dans les yeux. « Maman, Stéphanie a raison. La maison est à mon nom maintenant. Tu as signé la procuration avant d'être hospitalisé. Tout a été fait légalement. Je n'ai signé aucune procuration. Si, tu l'as fait. Tu ne t'en souviens pas à cause de l'attaque. » Sa voix était basse, sans force, comme s'il avait appris un texte par cœur. Stéphanie a fait un pas en avant et s'est approchée très près de moi. « Thérèse, tu n'as plus rien ici. Tes vêtements sont dans ce sac là-bas. » Elle a montré un sac de supermarché posé par terre, devant le portail. « Prends-le et va-t'en, ou j'appelle la police pour violation de domicile. » Silence. La rue entière s'est figée dans un silence sépulcral. Même les chiens ont arrêté d'aboyer. Monsieur Dubois a fait un pas en avant. « Ce n'est pas juste. Thérèse a vécu ici toute sa vie. Comment est-ce possible que... » « Vous n'avez rien à voir là-dedans, » l'a coupé Stéphanie. « C'est une affaire de famille. J'ai regardé cette maison, la maison que j'avais payée seule pendant 15 ans, la maison où j'avais élevé mon fils, la maison qui portait ma sueur dans chaque brique. J'ai regardé Julien. Il gardait toujours la tête basse. Je n'allais pas lui donner le plaisir de me voir pleurer. Pas là, pas devant tout le monde. J'ai serré ma canne avec force. Je me suis baissée lentement et j'ai ramassé le sac par terre. Je l'ai soupesé dans ma main. Il était trop léger. Ma vie entière ne tenait pas là-dedans. J'ai regardé Stéphanie une dernière fois. D'accord, je m'en vais. J'ai tourné les talons et j'ai commencé à marcher. Madame Monique est venue immédiatement à mes côtés. « Thérèse, viens chez moi. Tu ne vas pas rester à la rue. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas réussi à parler. J'ai marché lentement, traînant ma jambe malade, tenant ce sac misérable. Et derrière moi, j'ai entendu la voix de Stéphanie, haute, claire, pour que tout le monde l'entende. Enfin, je n'en pouvais plus de supporter cette vieille dans ma maison. Je suis restée chez Madame Monique. Elle m'a donné la chambre d'amis, petite, mais propre. Il y avait un lit, une vieille armoire et une fenêtre qui donnait sur le jardin. Elle ne m'a rien demandé. Elle m'a dit de rester le temps qu'il faudrait. Les 2 premiers jours, je ne suis presque pas sortie de la chambre. Je restais allongée, à regarder le plafond. Ma jambe me faisait encore mal, mais mon âme me faisait plus mal.
Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à cette phrase. Enfin, je n'en pouvais plus de supporter cette vieille dans ma maison. Ma maison, pas la sienne, la mienne. Madame Monique frappait à la porte, apportait à manger, du thé, demandait si j'avais besoin de quelque chose. Je la remerciais, mais je touchais à peine à mon assiette. Je n'avais pas faim, je n'avais envie de rien. Le 3e jour, elle s'est assise sur le bord du lit. « Thérèse, tu vas rester là jusqu'à quand? Lève-toi, prends une douche. Tu n'es pas femme à abandonner. » Je l'ai regardée avec tristesse. « Madame Monique, ils m'ont tout volé. Je n'ai plus rien. Tu as ta dignité. Et tu as raison. Ça ne peut pas rester comme ça. » Elle avait raison. Je ne pouvais pas rester là, allongée, à attendre la mort. Je devais réagir. Cet après-midi-là, je me suis levée. J'ai pris une douche. J'ai mis les vêtements que j'avais apportés dans le sac. Je me suis assise à la table de la cuisine de Madame Monique et j'ai commencé à réfléchir. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir ce sac plastique. Ils y avaient omis 3 changes de vieux vêtements, une brosse à dents, un peigne cassé, rien de plus. Aucun document, aucune photo, rien qui avait vraiment de la valeur pour moi. Mais ils avaient oublié une chose. Ils ne savaient pas pour la copie de l'acte de propriété que j'avais caché. Je devais retourner là-bas et récupérer ce livre. Mais je ne pouvais pas y aller de front. Stéphanie avait changé la serrure. Et si je me présentais, elle mettrait sa menace à exécution et appellerait la police. C'est là que je me suis souvenue d'Isabelle, la voisine 2 maisons plus bas. Sa fille, Sandrine, travaillait comme femme de ménage à l'heure. Et l'une des maisons qu'elle nettoyait était la mienne. C'est-à-dire, la maison qui était la mienne. Je suis allée jusqu'à chez Isabelle. J'ai sonné. Elle a ouvert et m'a serré fort dans ses bras. « Thérèse, c'est absurde ce qu'ils t'ont fait. Tout le quartier en parle. » Je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. Sandrine allait nettoyer la maison le lendemain. J'avais besoin qu'elle récupère un livre pour moi. Un vieux livre de recettes qui était sur l'étagère de la cuisine. À l'intérieur, il y avait un papier. C'était tout ce dont j'avais besoin. Isabelle a dit oui tout de suite. « Laisse-moi faire. Sandrine va le récupérer pour toi. » Le lendemain, à 3h de l'après-midi, Sandrine a frappé à la porte de Madame Monique. Elle avait le livre à la main. Je l'ai ouvert en tremblant. Et elle était là. La copie de l'acte de propriété, intacte. J'ai serré ce papier et j'ai senti une force vitale revenir dans mon corps. Cette nuit-là, je me suis assise à la table et j'ai commencé à faire les comptes. J'ai pris un cahier et j'ai tout noté. Combien j'avais versé sur le compte de Stéphanie pendant 2 ans? Combien j'avais payé d'électricité, d'eau, de gaz? Combien j'avais dépensé pour les rénovations de la maison, la peinture, la réparation du toit? Tout. Madame Monique m'a aidé à me souvenir des dates. Elle avait été témoin de beaucoup de choses. Elle avait vu quand j'avais payé le maçon pour réparer le mur. Elle avait vu quand j'avais acheté les matériaux de construction. Elle avait même gardé le numéro du maçon. J'ai fait une liste de témoins. Madame Monique, Monsieur Dubois, Isabelle, le maçon. La dame du bureau de tabac où je retirais toujours ma retraite. Des gens qui savaient que cette maison était la mienne. J'ai rassemblé les reçus de dépôt que j'avais gardés. J'ai rassemblé les justificatifs de paiement de la maison que j'avais en copie. J'ai tout mis dans un dossier. J'ai tout organisé par date. Le lendemain matin, je me suis préparée. J'ai mis la tenue la plus présentable que j'avais. J'ai attaché mes cheveux. J'ai pris ma canne, j'ai pris le dossier et j'ai dit à Madame Monique, « Je vais chercher un avocat. » Elle a souri. « Vas-y. » Et démolis-les. Je suis sortie de cette maison avec le dos plus droit que je n'avais réussi à le tenir depuis l'AVC. La douleur dans la jambe était toujours là. Mais la douleur dans la poitrine s'était transformée en autre chose. Elle était devenue de la rage. Et la rage, quand on sait l'utiliser, devient de la justice. Il croyait que j'allais abandonner. Il croyait que j'allais disparaître, honteuse, humiliée. Mais il ne savait pas qui j'étais. J'étais la femme qui a élevé un fils seule, la femme qui a payé une maison seule, la femme qui a survécu à tout. Et j'allais leur montrer que ce n'était pas encore fini. Je suis allée au cabinet qu'Isabelle m'avait recommandé. Il se trouvait au centre-ville, au 2e étage d'un vieil immeuble de bureaux. La plaque sur la porte indiquait « Maître Bernard Lefebvre, avocat à la cour ». J'ai sonné. Une secrétaire a ouvert. J'ai expliqué que j'avais besoin de parler à l'avocat. Elle m'a demandé de m'asseoir et d'attendre. 10 minutes plus tard, un homme d'une 50aine d'années a ouvert la porte de son bureau. Cheveux gris, lunettes de vue, chemise élégante sans cravate. « Vous êtes Madame Thérèse ? Entrez, je vous prie. »
Je suis entrée. Le bureau était simple, table en bois, bibliothèque remplie de codes juridiques, un ventilateur dans un coin. Il m'a offert de l'eau. J'ai accepté. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai tout raconté. Depuis le début. Le mariage de Julien, Stéphanie vivant là-bas, les humiliations, la procuration, le coma, l'expulsion. J'ai parlé sans m'arrêter. Il prenait des notes sur un bloc. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un moment. Puis il a demandé « Avez-vous des preuves ?» J'ai ouvert le dossier. J'ai montré la copie de l'acte, les justificatifs de paiement, les reçus des virements que je faisais à Stéphanie, la liste des témoins. J'ai tout posé sur la table. Il les a regardés un par un, lentement, attentif. Parfois, il s'arrêtait, relisait, notait quelque chose. Après une vingtaine de minutes, il a enlevé ses lunettes et m'a regardé. « Madame Thérèse, vous avez un dossier solide ici. Très solide. Puis-je récupérer ma maison ? Vous pouvez. Et bien plus que ça. » Il a ouvert un tiroir et a pris un formulaire. Je vais avoir besoin de quelques éléments supplémentaires. Mais avant, je dois aller au service de la publicité foncière vérifier quelque chose. Si c'est ce que je pense, ils ne vous ont pas seulement pris la maison. Ils ont commis un crime. Le lendemain, Maître Lefebvre m'a appelé. Il m'a demandé de revenir au cabinet. Quand je suis arrivée, il avait un visage grave. « Madame Thérèse, je suis allée vérifier. J'ai obtenu la copie de l'acte qui est enregistré maintenant au nom de votre fils. » Il a posé le papier devant moi. « Regardez ici, cette signature. Est-ce la vôtre ?» J'ai regardé. C'était une signature avec mon nom. Mais ce n'était pas mon écriture. Elle était ressemblante, elle essayait de l'être, mais ce n'était pas la mienne. « Non, je n'ai pas signé ça. Je m'en doutais. Ils ont falsifié votre signature, et ils ont utilisé une procuration que vous n'avez jamais donnée. Ce n'est pas seulement une fraude civile, c'est pénal. Faux et usage de faux. Escroquerie. Nous pouvons porter plainte à la police. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Ils peuvent aller en prison ? Ils peuvent, mais je vais être honnête avec vous. Une procédure pénale est longue, et parfois, quand ça implique la famille, le procureur n'agit pas avec autant de force. Mais au civil, nous gagnons facilement. Nous demandons l'annulation de l'acte frauduleux, nous demandons la réintégration dans les lieux, nous demandons des dommages et intérêts moraux. Et nous allons gagner. Combien de temps cela prend-il ? Avec une procédure en référé, nous réussissons à vous faire rentrer chez vous en 1 ou 2 semaines. Au maximum, l'acte est clairement falsifié. Le juge verra cela tout de suite. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un véritable espoir. Que dois-je faire ? Il a pris un stylo et a commencé à dessiner un schéma sur le papier. Nous allons agir sur 3 fronts. Premier, juridique. Je dépose la demande d'annulation de l'acte et de réintégration aujourd'hui même. Je demande une ordonnance d'urgence. Avec ces preuves, le juge l'accordera. Deuxième front, social. Nous avons besoin que les voisins écrivent un témoignage de ce qu'ils ont vu, surtout le jour où ils vous ont mis à la porte. Cela renforce la demande de dommages moraux. Troisième front, émotionnel. Vous allez devoir les affronter, devant l'huissier de justice. Le jour où nous irons là-bas pour reprendre la maison. Je peux le faire, ai-je dit, et je parlais très sérieusement. Je sais que vous le pouvez. Je vous ai vu entrer ici avec ce dossier organisé, avec toutes les preuves séparées. Vous êtes déjà en train de vous battre. Maintenant, nous allons juste finir le travail. Il a passé les jours suivants à tout préparer. Je suis retournée dans le quartier et j'ai parlé aux voisins. Madame Monique a écrit 3 pages racontant tout ce qu'elle avait vu. Monsieur Dubois aussi. Isabelle. Le maçon qui avait fait le mur. Même Sandrine, la femme de ménage qui travaillait là-bas, a écrit en disant que Stéphanie parlait toujours mal de moi et qu'elle voyait comment j'étais traitée comme une domestique. J'ai tout rassemblé et je l'ai apporté à Maître Lefebvre. Il a monté un dossier complet. Il a annexé toutes les preuves, tous les témoins, et il a déposé la requête. 3 jours plus tard, il m'a appelé. « Madame Thérèse, le juge a accordé l'ordonnance. Vous avez le droit de retourner chez vous immédiatement. Je vais prendre rendez-vous avec l'huissier de justice pour la semaine prochaine. Êtes-vous prête ?» J'ai regardé par la fenêtre de la chambre de Madame Monique. J'ai vu la rue, j'ai vu les maisons, j'ai vu ma maison au bout de la rue avec la porte fermée. Je suis prête. La semaine a passé lentement. Chaque jour semblait durer 48 heures. Je me réveillais tôt, je prenais le petit déjeuner avec Madame Monique et j'organisais mentalement ce que j'allais dire, ce que j'allais faire, comment j'allais réagir en voyant à nouveau le visage de Stéphanie. Maître Lefebvre m'a appelé le jeudi. « Madame Thérèse,
C'est fixé pour samedi matin, 10 heures. L'huissier sera là. Je serai là. Vous ne serez pas seul. Je sais, ai-je dit. Mais même si je l'étais, j'irai quand même. Le vendredi soir, j'ai préparé mes vêtements. Rien de trop élégant. Rien qui donne l'impression que j'essayais d'impressionner. Pantalon noir, chemisier blanc, chaussures fermées. Simple, digne. J'ai repassé les vêtements avec soin. Je les ai pliés et laissés sur la chaise de la chambre. J'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas pu. Je suis restée allongée, à regarder le plafond, repassant tout dans ma tête. Les preuves, les témoins, l'acte falsifié. Je savais que j'avais raison. Je savais que j'allais gagner. Mais malgré tout, mon cœur se serrait. À 5 heures du matin, je me suis levée. J'ai pris une douche. Je me suis préparée lentement. J'ai attaché mes cheveux en un chignon bas. Je me suis regardée dans le miroir. J'étais plus maigre, plus fatiguée. Mais j'étais debout. Et c'était déjà beaucoup. Madame Monique a frappé à la porte. « Thérèse, j'ai fait un café fort. Viens manger quelque chose. » J'ai mangé un morceau de pain, j'ai bu le café. Je n'avais pas beaucoup d'appétit, mais je savais que j'avais besoin d'énergie. À 9h30, Maître Lefebvre est passé me chercher. Il était en costume, mallette à la main. Il est entré, a salué Madame Monique et m'a regardé. « On y va ?» J'ai pris ma canne. J'ai pris le dossier avec mes copies. J'ai respiré à fond. « On y va ?» Dans la voiture, il m'a expliqué comment cela allait se passer. L'huissier frappe à la porte, identifie tout le monde, explique l'ordonnance du juge. Ils devront partir immédiatement. S'ils refusent, il appelle la gendarmerie. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit si vous ne voulez pas. Juste être présente. Je vais parler, ai-je dit. J'ai besoin de parler. Il m'a regardé et a hoché la tête. Alors parlez, mais avec calme, sans vous disputer. La justice est déjà de votre côté. Vous n'avez plus rien à prouver. Quand nous avons tourné dans ma rue, j'ai senti mon estomac se nouer. C'était samedi matin. Il y avait des gens qui lavèrent leur voiture, des enfants qui jouaient sur le trottoir. Tout était normal. Mais pour moi, rien n'était normal. La voiture de l'huissier de justice était déjà garée devant la maison. C'était un homme grand, strict, avec une pochette à la main. Il a salué Maître Lefebvre. Puis il m'a salué. « Vous êtes Madame Thérèse ? C'est moi. Soyez tranquille. Je vais régler ça rapidement. » Nous avons traversé la rue. Je marchais lentement, à cause de ma jambe. Mais je marchais d'un pas ferme. Madame Monique était sortie sur son trottoir. Monsieur Dubois aussi. Isabelle était à sa fenêtre. Tout le monde regardait. Nous nous sommes arrêtés devant le portail. Ce portail que j'avais peint 3 fois, que j'avais réparé quand il avait rouillé, que j'avais ouvert et fermé 1000 fois. L'huissier a sonné. Personne n'a répondu. Il a sonné de nouveau. Cette fois, il a gardé le doigt appuyé plus longtemps. Le rideau du salon a bougé. Quelqu'un regardait. L'huissier a sonné une 3e fois. Et il a crié « Huissier de justice, ouvrez la porte !» J'ai entendu des pas. La porte s'est ouverte. Et elle était là. Stéphanie, en peignoir, cheveux lâchés, visage de quelqu'un qui vient de se réveiller. Elle a regardé l'huissier. Elle a regardé Maître Lefebvre. Et quand elle m'a vue, son visage a changé. Elle est devenue blanche comme un linge. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'huissier a ouvert sa pochette. Il a sorti un document. « Ordonnance d'expulsion et de réintégration. La maison appartient à Madame Thérèse. L'acte notarié au nom de Julien a été annulé pour falsification. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour libérer les lieux. » C'est à ce moment-là que j'ai fait un pas en avant. Et je l'ai regardé dans les yeux. « Stéphanie !» ai-je dit d'une voix ferme. « Je suis revenue. » Elle a fait un pas en arrière, effrayée. « Tu ne peux pas entrer ici. Cette maison est à Julien. » L'huissier de justice a levé le papier. « Madame, vous n'avez pas compris. La maison IST à Madame Thérèse. Elle l'a toujours été. L'acte que vous avez enregistré a été fait avec une signature falsifiée. C'est une fraude. »« C'est un mensonge !» a-t-elle crié. « Elle a tout signé. Elle était confuse, malade, mais elle a signé. » Maître Lefebvre a ouvert sa mallette. Il a sorti 2 feuilles. Voici la vraie signature de Madame Thérèse sur des documents antérieurs. Et voici la signature sur la prétendue procuration que vous avez utilisée. Regardez bien, même l'inclinaison n'est pas la même. N'importe quel expert graphologue voit ça en 5 minutes. Stéphanie est restée silencieuse. Mais juste une seconde. « Julien, Julien, descends ici. » Des pas dans l'escalier, et il est apparu, en short, t-shirt, pieds nus. Quand il m'a vu, il s'est figé au milieu du salon.
Maman, bonjour Julien, ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. Il a regardé l'huissier, l'avocat, Stéphanie. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que votre mensonge est terminé, ai-je dit avec autorité. J'ai l'acte original, j'ai tous les justificatifs de paiement, j'ai des témoins, et j'ai la preuve que vous avez falsifié ma signature. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi? J'ai fait un pas vers lui. Tu m'as vu dans le coma, sans pouvoir parler, sans pouvoir me défendre. Et tu as pensé que c'était le moment idéal pour tout me prendre. Tout ce que j'ai construit seul. Il a baissé la tête. Il n'a pas pu soutenir mon regard. Stéphanie, elle, n'a rien baissé du tout. Elle a croisé les bras et a levé le menton avec arrogance. Nous avons juste fait ce qu'il fallait. Tu étais vieille, malade. Tu ne pouvais t'occuper de rien. Nous avons pris nos responsabilités. Responsabilités? J'ai failli rire. Tu m'as traitée comme une domestique dans ma propre maison. Tu m'as mise à manger seule dans la cuisine. Tu as jeté le cadeau que j'ai fait à ma petite fille. Tu as pris ma retraite pendant 2 ans. Et à la fin, tu m'as mise à la porte devant tout le monde. Tu exagères? J'exagère? J'ai ouvert mon dossier. J'ai sorti une feuille. Tiens, témoignage de Madame Monique. Elle a vu comment tu m'as humiliée dans la rue, en me traitant de vieille. Tiens, témoignage de Monsieur Dubois. Il a vu que tu prenais mon argent et le dépensais en vêtements et bêtises alors que je n'avais même pas un shampoing décent. Tiens, témoignage de Sandrine qui a travaillé ici. Elle a vu comment tu m'envoyais nettoyer ta chambre, laver ton linge, comme si j'étais ta bonne. J'ai mis les papiers dans la main de l'huissier. Il a regardé, les a passés à Maître Lefebvre. Stéphanie a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois, elle n'avait pas de réponse. J'ai regardé Julien. Tu as vu tout ça. Et tu n'as rien fait. Je t'ai élevé seule. J'ai travaillé 12 heures par jour pour que tu aies à manger, des vêtements, l'école. J'ai vendu ma machine à coudre pour payer ton stage. J'ai payé cette maison seule, sans l'aide de personne. Et toi, tu m'as trahi. Il a levé le visage. Il avait les larmes aux yeux. Maman, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais ça s'est passé comme ça. Et tu as laissé faire. Maître Lefebvre a fait un pas en avant. Julien, juste pour que vous le sachiez, le faux en écriture privée est passible de prison. L'escroquerie aussi. Nous avons déjà tout documenté. Madame Thérèse n'a pas encore décidé si elle porterait plainte au pénal. Mais elle peut le faire. Julien est devenu pâle. Plainte au pénal? C'est un crime, Julien. Ce n'est pas juste une histoire de famille. C'est un vrai crime. Stéphanie lui a tiré le bras. Ne les écoute pas. Ils essaient de nous faire peur. On va parler à un avocat. Vous pouvez parler, a dit Maître Lefebvre tranquille. N'importe quel avocat que vous irez voir vous dira la même chose. Vous n'avez pas de défense. La signature est fausse, l'acte est frauduleux. Vous allez perdre, et vous devrez payer les frais de justice, plus les dommages et intérêts à Madame Thérèse. Au moins 50 000 €. 50 000? Stéphanie a failli s'étouffer. Exactement. Pour préjudice moral. Humiliation publique. Expulsion d'une personne âgée de son domicile. Abus de faiblesse. Le juge n'aura aucune pitié. Elle est restée à regarder, incrédule. Pour la première fois depuis que j'avais rencontré cette femme, elle n'avait pas le contrôle de la situation. L'huissier a tapoté son dossier avec son stylo. « Écoutez, réglons ça rapidement. Vous avez jusqu'à 18 h aujourd'hui pour partir. Vous pouvez emporter vos affaires personnelles. Mais la maison reste à Madame Thérèse. Si à 18 h vous êtes encore là, je reviens avec la police et je vous fais sortir par la force. Compris? C'est absurde, a crié Stéphanie. On n'a même pas où aller. Vous auriez dû y penser avant, ai-je dit. Et ma voix est sortie froide, ferme comme l'acier. Je me suis retrouvée sans maison quand vous m'avez mise dehors. Et je sortais d'un coma. Vous êtes en bonne santé. Débrouillez-vous. Julien a fait un pas dans ma direction. Maman, s'il te plaît, laisse-nous rester quelques jours. Juste le temps de trouver quelque chose. Je l'ai fixé. Cet enfant que j'avais porté dans mes bras, que j'avais bercé pour l'endormir, que j'avais protégé de tout danger, et qui m'avait poignardé dans le dos. Non, il a tressailli à ce mot. Maman, tu n'es plus mon fils. Un fils ne fait pas ça à sa mère. Tu es un étranger, et les étrangers ne vivent pas dans ma maison. Silence pesant. Même l'huissier a arrêté de remuer ses papiers. Stéphanie a agrippé le bras de Julien avec force. « Viens, on ne va pas la supplier. On prend nos affaires et on part de cette vieille bicoque. Je n'ai jamais aimé vivre ici de toute façon. » Elle a monté l'escalier en tapant des pieds.
Julien est resté immobile, à me regarder. Il a ouvert la bouche, comme s'il allait dire quelque chose. Mais il n'a rien dit. Il a juste tourné les talons et est monté derrière elle. Je suis restée là, debout, dans le salon. Dans mon salon. J'ai regardé autour de moi. Tout était différent. Meubles neufs, télévision neuve, des tableaux que je n'avais jamais vus. Ils avaient tout changé, comme si je n'avais jamais existé ici. Mais j'avais existé, et j'étais revenue. L'huissier m'a remis une copie de l'ordonnance. « Madame Thérèse, vous pouvez entrer. La maison est à vous. S'il crée des problèmes, appelez-moi. Mon numéro est ici. »« Merci, » ai-je dit. Maître Lefebvre a posé sa main sur mon épaule. « Félicitations, vous avez réussi. » Je l'ai regardé. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Nous avons réussi. Il m'a serré la main et est sorti. L'huissier est parti aussi. Je suis restée là, seule, au milieu du salon. J'ai entendu du bruit en haut. Eux ouvrant des tiroirs, jetant des vêtements dans les valises. Stéphanie criant quelque chose. Julien essayant de la calmer. Je m'en fichais. J'avais le temps. J'avais le reste de ma vie. J'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai ouvert la fenêtre en grand. Le soleil est entré, clair et chaud. J'ai regardé le jardin. Les plantes que j'avais soignées avec tant d'amour étaient sèches. Mais on pouvait les récupérer. J'ai entendu des pas descendre l'escalier. Des voix à la porte. Le portail qui claque. La voiture qui démarre. Le bruit du moteur qui s'éloigne. Silence. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré à fond. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré en paix. La maison était de nouveau à moi. La vie était de nouveau à moi. Et je ne devais rien à personne. Les premiers jours, je suis restée seule dans la maison. J'ai tout nettoyé à fond. J'ai sorti les meubles neufs qu'ils avaient achetés et je les ai mis dans le jardin. J'ai appelé un brocanteur pour qu'il vienne les chercher. Je ne voulais rien qui porte leurs traces ici. J'ai rapporté mes affaires. Madame Monique avait gardé quelques objets à moi que je lui avais laissés il y a des années. Le tableau de ma mère. La nappe en crochet que j'avais faite quand je m'étais mariée. La vieille machine à coudre que je n'avais jamais eu le courage de jeter. J'ai tout remis à sa place. La maison recommençait à avoir mon âme. Doucement. Mais elle revenait. Maître Lefebvre m'a appelé une semaine plus tard. « Madame Thérèse, ils ont fait appel. Mais c'est faible. Ils n'ont pas d'argument. Le procès pour dommages moraux avance. Et il y a autre chose. Stéphanie fait l'objet d'une enquête pour abus de confiance. À cause de l'argent de votre retraite qu'elle contrôlait. Une enquête ? Oui. Le parquet s'est intéressé à l'affaire. Elle risque une condamnation pénale. Julien aussi, comme complice. Je ne sais pas si ça finira en prison ferme, mais ils auront un casier judiciaire. Et une lourde amende. Je suis restée silencieuse un moment. J'ai pensé à Julien, à l'enfant qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu. Maître, je ne veux pas que mon fils aille en prison. Madame Thérèse, je sais. Je sais ce qu'il a fait, mais je ne veux pas ça. Je veux ma maison. Je veux récupérer l'argent qu'elle m'a pris. Mais je ne veux pas voir mon fils derrière les barreaux. Maître Lefebvre a soupiré. Je comprends. Nous pouvons demander au procureur d'envisager un accord. Restitution de la somme intégrale, plus les dommages moraux, plus des travaux d'intérêt général. Pas de prison. Mais ils auront un casier. Et ils devront admettre la fraude. Vous pouvez faire ça. Je vais essayer. 2 semaines plus tard, l'avocat m'a rappelé. Ils ont accepté l'accord. Ils vont tout rembourser. 52 000 € en 24 mensualités. Et ils feront des travaux d'intérêt général pendant 1 an. Stéphanie dans une maison de retraite. Julien dans une association qui aide les mères célibataires. Ironique, non ? J'ai failli rire. Oui, c'est ironique. Et il y a autre chose. Ils ont demandé à vous parler. En personne. J'ai respiré à fond. D'accord. Vous pouvez fixer le rendez-vous. La rencontre a eu lieu au cabinet de Maître Lefebvre. Je suis arrivée la première. Je me suis assise et j'ai attendu. Quand ils sont entrés, j'ai à peine reconnu Julien. Il était plus maigre, des cernes profonds, mal rasés. Stéphanie aussi était différente, sans maquillage, vêtements simples. Elle ne m'a pas regardée. L'avocat a expliqué les termes de l'accord. Ils ont tout signé. Quand il a fini, il est sorti de la pièce, nous laissant seuls. Julien a été le premier à parler. « Maman, je suis tellement désolée. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Stéphanie me parlait à l'oreille tout le temps, disant qu'on méritait cette maison, que tu n'avais pas besoin de tout cet espace, que c'était juste. Et moi, je l'ai cru, ou j'ai voulu la croire. Je n'ai pas d'excuse. Je l'ai regardée, dans les yeux.
J'ai vu l'enfant là-dedans, mais j'ai aussi vu l'homme qui m'avait trahi. Julien, tu m'as chassé de chez moi. Alors que je récupérais d'un coma, tu as vu comment elle m'humiliait pendant des années, et tu n'as rien fait. Je sais. Tu savais que c'était mal, et tu as choisi de laisser faire. Il a baissé la tête. Je sais. J'ai soupiré. Je te pardonne, parce que tu es mon fils, et parce que je ne veux pas porter de haine en moi. Mais pardonner, ce n'est pas oublier, et ce n'est pas redevenir comme avant. Je comprends, a-t-il dit, la voix brisée. Tu vas payer ce que tu dois. Tu vas respecter l'accord. Et après, si tu veux reconstruire quelque chose avec moi, ce sera petit à petit, avec du respect, avec des limites. Je ne serai plus la mère qui accepte tout. Je ne suis plus cette personne. Je sais, maman, et j'accepte. J'ai regardé Stéphanie. Elle restait silencieuse. Tu ne dis rien ? Elle a levé les yeux. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Rien. Je ne veux rien de toi. Je veux juste que tu restes loin de moi et loin de ma famille. Elle n'a pas répondu. Elle s'est simplement levée et est sortie de la pièce. Julien est resté un peu plus longtemps. Maman, on s'est séparés. J'ai quitté la maison. Je vis dans un petit appartement, seule. Léa reste avec elle. Tu peux amener Léa me voir si tu veux. Je suis sa grand-mère et elle n'est coupable de rien. Ses yeux se sont remplis de larmes. Merci, maman. Il est sorti. Je suis restée là, assise, sentant un poids énorme quitter ma poitrine. Ce n'était pas un soulagement complet. Ce n'était pas le bonheur pur. Mais c'était la paix. Et c'était déjà suffisant. Les mois ont passé. J'ai recommencé à coudre. Rien de grand. Juste quelques réparations, des ourlets, pour les voisins et les connaissances. Plus pour me distraire que pour l'argent. La retraite couvrait les dépenses. Et l'argent de l'accord, quand il a commencé à arriver, je l'ai mis de côté. Pour les urgences. Pour ma sécurité. Julien a commencé à me rendre visite. 1 fois par mois. En prévenant toujours avant. Toujours respectueux. Il amenait Léa. Je faisais un gâteau. On prenait le café. On discutait. Ce n'était pas comme avant. Mais c'était quelque chose. Et quelque chose, c'était mieux que rien. La maison est redevenue mienne. Vraiment. Pas seulement sur le papier. Dans le sentiment. Je me réveillais le matin, j'ouvrais la fenêtre de la cuisine, je faisais le café et je sentais que cet endroit m'appartenait. Personne n'allait me le reprendre. Madame Monique est devenue mon amie la plus proche. Nous prenions le café ensemble toutes les semaines. Elle m'a aidé à planter de nouveau dans le jardin. Nous avons mis des tomates, de la laitue, du basilic. C'est devenu magnifique. Il y a eu un après-midi où j'étais assise dans le jardin, buvant un jus de fruits, regardant les plantes pousser, et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La douleur, l'humiliation, la lutte, la victoire. Et j'ai compris une chose. La vie peut nous enlever beaucoup. Elle peut nous enlever la santé. Elle peut nous enlever les gens qu'on aime. Elle peut même essayer de nous enlever notre dignité. Mais si on ne le permet pas, si on se bat, personne ne peut nous enlever le respect qu'on a pour nous-mêmes. J'aurais pu abandonner. J'aurais pu rester dans cette petite chambre chez Madame Monique, me sentant vaincue, attendant que la vie finisse. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levée. J'ai rassemblé les preuves. J'ai cherché de l'aide. Et je me suis battue pour ce qui était à moi. Et aujourd'hui, je suis là, chez moi, vivant ma vie, à ma façon, avec dignité, avec paix. Si vous subissez une injustice en ce moment, si quelqu'un vous humilie, vous manque de respect, vous prend ce qui est à vous, n'abandonnez pas. Rassemblez les preuves, cherchez de l'aide, battez-vous, parce que vous méritez le respect, vous méritez la dignité, peu importe l'âge que vous avez. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, commentez ici en bas depuis quelle ville vous nous regardez. Je veux savoir que ce message est arrivé jusqu'à vous. Et restez avec moi pour les prochaines vidéos qui vont apparaître à l'écran. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui.